Chapitre 5. Expression spéciale des animaux. Mouvements expressifs divers chez le chien, le chat, le cheval, les ruminants, les singes. Expression de joie et d'affection, de souffrance, de colère, d'étonnement et de terreur chez ces animaux. Le chien. J'ai déjà décrit l'aspect d'un chien qui en approche un autre avec des intentions hostiles. Les oreilles se dressent, le regard se dirige fixement en avant, le poil se hérisse sur le cou et le dos, l'allure est remarquablement raide, la queue est levée en l'air et rectiligne. De ces divers caractères, deux seulement, la raideur de l'allure et le redressement de la queue demandent encore quelques développements. Sir Charles Bell fait remarquer que lorsqu'un tigre ou un loup, frappé par son gardien, entre subitement en fureur, tous les muscles sont tendus et les membres sont dans une attitude de contraction forcée. L'animal est prêt à bondir. Cette tension des muscles et la raideur de l'attitude qui en résulte peuvent s'expliquer par le principe de l'association des habitudes. En effet, la colère a toujours poussé à des efforts furieux et par conséquent à une mise en action violente de tous les muscles du corps. Or, il existe des raisons de supposer que le système musculaire exige, en quelque sorte, une rapide préparation, un certain degré d'innervation, avant de pouvoir produire une action énergique. Mes propres sensations confirment pour moi cette hypothèse qui, cependant, n'est pas, que je sache, admise par les physiologistes. Toutefois, Sir James Paget m'apprend que lorsque les muscles se contractent brusquement avec une très grande force, sans aucune préparation, ils sont susceptibles de se rompre. C'est ce qu'on observe quelquefois chez un homme qui a fait un faux pas et glisse d'une façon inattendue. Une pareille rupture se produit très rarement, au contraire, quand l'acte musculaire, quelque violent qu'il puisse être, est accompli de propos délibérés et sous l'influence de la volonté. Quant à la position relevée de la queue, elle semble dépendre d'un excès de puissance des muscles élévateurs sur les muscles abaisseurs, excès qui aurait naturellement pour effet de placer cet organe dans la situation verticale, lorsque tous les muscles de la partie postérieure du corps sont contractés. Je ne peux toutefois affirmer que cette explication soit l'expression de la vérité. Un chien joyeux trottant devant son maître avec une allure gaie et alerte porte généralement la queue en l'air, mais avec beaucoup moins de raideur que lorsqu'il est irrité. Un cheval qu'on lance pour la première fois en plein champ trotte gracieusement et à longue enjambée en levant la tête et la queue. Les vaches elles-mêmes, lorsqu'elles gambadent avec satisfaction, lèvent leur queue d'une manière grotesque. On peut faire la même observation au jardin zoologique sur divers animaux. Toutefois, dans certains cas, la position de la queue est déterminée par des circonstances spéciales. Par exemple, aussitôt qu'un cheval prend le grand galop, il abaisse invariablement sa queue de manière à présenter à la résistance de l'air aussi peu de prise que possible. Lorsqu'un chien est sur le point de s'élancer sur un ennemi, il pousse un grognement sauvage, ses oreilles se renversent complètement en arrière, et sa lèvre supérieure se rétracte pour laisser agir les dents, et spécialement les canines. Ces mêmes mouvements peuvent s'observer aussi chez les dogs et les petits chiens quand ils jouent ensemble. Cependant, si au milieu du jeu, l'animal se met sérieusement en colère, son expression change immédiatement, ce qui tient simplement à ce que les lèvres et les oreilles se rétractent avec beaucoup plus d'énergie. Si un chien grogne contre un autre, sa lèvre se rétracte généralement d'un seul côté, celui qui regarde son ennemi. J'ai décrit dans le chapitre 2 les mouvements d'un chien qui manifeste son affection pour son maître. La tête et le corps entier s'abaissent et se contournent en mouvements souples. La queue est étendue et se balance d'un côté à l'autre.
Les oreilles sont abaissées et un peu portées en arrière, attitude qui force les paupières à s'allonger et modifie l'apparence de la face tout entière. Les lèvres sont relâchées et pendantes, le poil reste lisse. Tous ces mouvements et ces attitudes peuvent s'expliquer, je crois, par le principe de l'antithèse, car ils sont en opposition complète avec ceux qu'exécute naturellement un chien irrité, c'est-à-dire soumis à un état d'esprit précisément inverse. Lorsqu'un homme parle simplement à son chien ou qu'il lui donne une marque d'attention, on voit les derniers vestiges de ces mouvements dans le balancement de la queue qui persiste seul et ne s'accompagne même pas de l'abaissement des oreilles. Le chien manifeste encore son affection en se frottant contre son maître. Le même sentiment le porte à désirer aussi le frottement ou l'étape amicale de la main. Gratiolet rend compte des manifestations affectueuses que nous venons d'indiquer de la manière suivante. Le lecteur jugera par lui-même de la valeur de ces explications. Parlant des animaux en général, y compris le chien. C'est toujours, dit-il, la partie la plus sensible de leur corps qui recherche les caresses ou les donne. Lorsque toute la longueur des flancs et du corps est sensible, l'animal serpente et rampe sous les caresses, et ses ondulations se propageant le long des muscles analogues des segments jusqu'aux extrémités de la colonne vertébrale, la queue se ploie et s'agite. Plus loin, il ajoute que le chien, dans l'expression de son affection, abaisse ses oreilles afin d'éliminer toute perception sonore et de concentrer son attention entière sur les caresses de son maître. Les chiens ont encore une manière très remarquable de manifester leur affection pour leur maître. Elle consiste à lui lécher les mains ou le visage. Ils se lèchent aussi quelquefois entre eux, et toujours sur le museau. J'ai vu également des chiens lécher des chats, avec lesquels ils vivaient en bonne intelligence. Ce signe expressif dérive sans doute de l'habitude qu'ont les femelles de pourlécher leurs petits, le plus cher objet de leur affection, dans le but de les nettoyer. Souvent aussi, on les voit donner à leur progéniture, après une courte absence, quelques coups de langue rapides qui paraissent simplement destinés à exprimer leur tendresse. Cette habitude a dû s'associer ainsi avec toute émotion affectueuse d'une origine quelconque. Aujourd'hui, elle est si fortement acquise par hérédité ou innée qu'elle se transmet également aux deux sexes. Dernièrement, on tua chez moi les petits d'une femelle de chien terrier que je possède et qui s'est toujours montrée très affectueuse. J'ai été très frappé en cette circonstance de la manière dont elle essaya de satisfaire son amour maternel instinctif en le reportant sur moi. Son désir de me lécher les mains était passé à l'état de passion insatiable. Le même principe explique probablement pourquoi les chiens, pour exprimer leur affection, aiment à se frotter contre leur maître et à être frottés ou tapés amicalement par eux. En effet, pendant l'allaitement de leur petit, le contact avec un objet aimé s'est associé fortement dans leur esprit avec les émotions affectueuses. L'affection qu'éprouve le chien pour son maître se mélange d'un sentiment profond de soumission qui tient un peu de la crainte. Aussi, certains chiens ne se bornent pas à abaisser leurs oreilles et à s'aplatir un peu en approchant de leur maître, mais s'allongent sur le sol, le ventre en l'air. C'est là un mouvement aussi opposé que possible à toute démonstration de résistance.